Nous, c'est les frères Hublot. Cet épisode est le 4ème d'une série où nous sommes partis en autonomie complète avec ces deux gars, Baptiste et Geoffrey, pour un périple assez fou, traverser l'Oural à pied sur 120 km et naviguer ensuite pendant 160 km avec un radeau fabriqué de nos mains. Et ce, sans carte, sans boussole, sans GPS, sans téléphone satellite et avec 2 kg de riz seulement par personne. Alors si vous n'avez pas vu ces épisodes, allez tout de suite les voir, ils sont disponibles sur la chaîne et on vous promet une aventure de dingue. Comme vous pouvez le voir, on est bien là, on est bien rentré vivant et on a décidé de dédier ce 4ème épisode au choix du matériel. Quel matériel est-ce qu'on a utilisé pour partir à l'aventure ? Donc je vais commencer avec le plus important, le sac à dos. Nous on a pris un sac à dos de marque Z-Pack. Ce sac est fabriqué aux États-Unis. Il a une particularité, c'est qu'il est extrêmement léger, 530 grammes. Voilà, pour à peu près 400 balles. Ça fait quasiment autant de grammes que d'euros, mais voilà. Ça fout les boules, hein, quand même. Du coup, il est fabriqué en Dyneema. Dyneema, c'est une matière ultra légère qui, en plus, est imperméable. Bon, franchement, on était hyper bluffés par notre première traversée de rivière. On avait de l'eau jusqu'ici. Le sac paraissait mouillé d'extérieur et en fait, on l'a ouvert et tout était nickel à l'intérieur. Si vous avez un petit peu moins de budget, vous pouvez partir sur le Levity 60 de chez Osprey. C'est une pépite lui aussi. Ensuite, on a la tente. Exactement la même marque en fait que notre sac à dos. C'est complètement étanche. C'est l'une des plus légères sur le marché, je pense. Elle fait 600 grammes pour une 2 places. C'est aussi l'une des plus chères en fait. Son prix est de 600 €. Donc on a un peu honte en fait d'avoir acheté ça. La particularité de la tente, c'est que c'est une monoparoi. Une feuille comme ça, là, un peu comme du papier cul. L'avantage de la monoparoi, c'est que c'est ultra léger, mais l'inconvénient en fait, c'est que ça crée de la condensation à l'intérieur avec nos respirations, nous on dégage, nos corps dégagent de la chaleur, et en fait ça crée des gouttes d'eau qui nous tombaient en fait la nuit sur la tête, donc c'était pas forcément très agréable. Je confirme, c'était super chiant. Ouais. Voilà. Comme c'est une monoparoi aussi, c'est extrêmement fin, du coup on voit tout le temps à travers, et comme là-bas en fait le soleil se couche que 4 heures, il est un peu insomniaque, on voyait un peu tout le temps le jour et ça peut être très perturbant en fait si on n'a pas l'habitude. Alors concernant les matelas, on avait 2 matelas complètement différents. Alors moi j'avais tout simplement la version light de chez Thermarest. Moi j'avais la version confort, oui, j'aime bien en fait dormir. La différence entre les 2 matelas, c'est que celui de Jérémy isole beaucoup mieux du sol, il y a en fait une couverture de survie au milieu. Le mien, lui, c'est vraiment une feuille de papier cul, quoi, c'est ridicule. Par contre, il est 2 fois plus léger, il fait 300 grammes. En fait, il est tellement fin que si je le mets face à une lumière, j'arrive à voir la lumière à travers. Bon. Quand on voyait que on n'arrivait pas à faire les pirogues, on a pensé avec Alexis en fait à partir sur nos matelas sur l'eau avec des rames. Et alors en plus de ça, on a utilisé des coussins gonflables Sri Lanka qu'on gonfle en 3 coups, je crois. 1, 2, 3. Ils sont ultra light, c'est clairement pas indispensable, hein, vous pouvez carrément dormir sur vos affaires, c'est en fait le petit plus confortable. Passons ensuite à l'indispensable sac de couchage, c'est le truc sur lequel il faut mettre le paquet. Avec celui-ci, par moment, j'ai eu un petit peu froid, mais c'était plus dû à mon matelas qui isolait très mal le sol, plus qu'au sac de couchage. Jérémy, lui, n'a pas eu froid du tout, on était aux alentours des 0 à 7 degrés la nuit, je dirais. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre des sacs de couchage made in France, de marque Valandré, si vous avez le budget. Si vous n'avez pas le budget, vous pouvez partir sur des sacs comme celui-ci. Celui-ci, c'est un Cumulus Paniam 600. D'ailleurs, petite précision, vous avez vu à l'arrière, j'ai mis le coussin Sri Lanka. Voilà, du coup, la nuit, c'est hyper pratique. On peut dormir comme ça, fermer complètement ici devant. Je suis pas allé en week-end rando drag, donc bon, voilà. Si vous tentez le coup, dites-moi ce que ça donne, mais je suis pas sûr que ça fonctionne, hein, pour ça, je suis pas sûr. Bon, alors pour ce qui est des habits, il n'y a qu'une règle en fait, c'est tout ce qui est utile, c'est ce qui tient chaud, enfin du moins pour la Sibérie. Du coup on a pris très peu de rechange, on a pris juste 2 caleçons, 2 t-shirts et 2 paires de chaussettes. En fait c'était pas nécessaire de les prendre en double, mais on a eu peur, avec Alexis on s'est dit putain on va puer pendant 30 jours. Mais au final ça nous a assez servi, plus que les t-shirts nous ont permis de faire les liens du radeau. Les paires de chaussettes en fait nous ont été vachement utiles parce qu'il y en avait souvent une de mouillée et le soir on pouvait dormir au chaud en mettant l'autre paire. Ensuite on a pris un collant pour le bas, ça on le mettait souvent en fait la nuit quand il faisait très froid. Ensuite pour la journée on avait une petite veste qu'on mettait sous notre combinaison qu'on a acheté en Russie, c'est des combinaisons spéciales en fait intégrales qui vont de la tête jusqu'aux pieds pour marcher dans les bois tous les jours en fait, il n'y a pas une journée où on ne l'avait pas, qui permettent d'éviter les moustiques et les temps, enfin tout ce qui pique etc. C'est des grosses combinaisons avec double épaisseur. Et pour finir en fait on avait une doudoune qu'on mettait vraiment quand on avait froid et un bonnet. Pour la pluie, on avait un poncho Sri Lanka en fait qui nous a bien sauvé le matos. Il était posé sur notre sac à l'arrière, donc ça nous faisait plusieurs couches comme ça. On était sûr d'avoir aucune goutte sur le matériel et sur les appareils photo, sur le drone. Il nous a servi en fait plusieurs fois à faire une voile.
Alors pour ce qui est des chaussures, nous ça a été le grand dilemme. On savait avant de partir qu'on allait devoir traverser des rivières, faire de la montagne, aller dans l'eau très souvent et même faire du bateau. La chaussure tout terrain n'existe pas, il fallait qu'on fasse des concessions et qu'on fasse un choix. Donc nous on a décidé de prendre des chaussures de trail très légères. Donc les chaussures de trail en fait c'est des chaussures pour courir dans la montagne. Donc voilà, elles ont l'avantage du coup d'être super légères et donc de sécher rapidement. Franchement on les a mis à rude épreuve, on a passé des rochers, des marécages, plein de dénivelés différents, du plat, de la terre, de la boue, de l'eau, sur 20 jours non-stop. Franchement elles ont ma foi plutôt bien tenues. On s'est aussi un petit peu expérimenté avec Jérémy à marcher pieds nus et franchement ça fait du bien quand il y a de la mousse, quand il y a un terrain assez agréable comme ça, du sable, de la mousse, de la terre, quand il n'y a pas des grosses branches et des orties évidemment. On reprend petit à petit une sorte de connexion avec la terre et c'est vraiment super plaisant, donc je vous recommande de tester. Voilà, si vous en avez l'occasion, faites-le. En fait ce qui nous a manqué c'est plus une paire de claquettes ou une paire de crocs. En fait Baptiste avant de partir nous avait dit de prendre des crocs pour marcher toute la journée et on était extrêmement dubitatif avec Jérémy et finalement on se dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée puisqu'on a passé beaucoup de rivières, on a fait du radeau, on était tout le temps sous la pluie. Pour ce qui est de la nourriture, c'est assez simple, on est parti juste avec cette petite casserole. Elle a bien morflé quand même. Oui, on a préféré en fait prendre une gamelle commune plutôt que des gamelles perso. D'une part pour diminuer le poids, et en plus ça nous permettait de manger tous ensemble dans la même gamelle le soir quand il fait beau. C'était agréable, des moments de convivialité. On s'est limité à 2 kg de riz par personne. On y a ajouté pas mal d'éléments trouvés dans la nature. Vous pouvez tout retrouver en fait dans l'épisode numéro 1 qui est déjà sorti. Vous allez me dire comment on faisait pour manger. On n'avait pas de fourchette, on n'avait pas de grosse cuillère, pas de petite cuillère, on avait juste ce couteau pour couper les aliments et des cuillères en bois que Baptiste et Geoffrey avaient fabriquées avant de partir. On peut sauter des repas, etc., mais on peut pas s'empêcher de boire. Donc on avait apporté une gourde qui nous permettait de remplir de l'eau. C'est plein de sources, l'Oural. Du coup on avait juste à ouvrir la gourde, la mettre dans le ruisseau et boire. Ce que vous voyez ici, c'est la technique d'Alexis, qu'il a piqué lui-même sur quelqu'un d'autre. Ça consiste à mettre du scotch en fait autour, ça permet d'avoir toujours un petit peu de scotch. Alors ces gourdes sont hyper solides, on leur a mis des brins, etc. On est tombé plusieurs fois, aucun problème, elles se trouvent pas. On s'en est même servi, pour la petite anecdote, pour de la pêche. Il nous fallait des gros bouchons, on a à un moment lancé le filet. Donc on a balancé les gourdes vides et elles ont permis de tenir le filet. Passons maintenant au matériel le plus important pour nous, le matériel de tournage. Donc c'est ce qui nous prenait quasiment le plus de poids. Donc on avait une caméra, un appareil photo, un micro, un enregistreur, un tas de câbles, 4 batteries banques, 2 panneaux solaires, un petit drone, plusieurs objectifs, une caméra embarquée, à peu près 15 batteries par appareil, sauf le drone on en avait 3, un tas de cartes mémoire et on avait 7 accessoires. C'était vraiment le truc le plus inutile du monde. Voilà, on se les trimballait sur 300 km. Ce dôme qui permet donc de mettre la GoPro pour faire des plans où on voit moitié l'eau, moitié le ciel. Enfin, c'est génial, mais comme l'eau était gelée, qu'elle nous brûlait la peau, du coup on s'en est pas servi. Alors je tiens juste à faire une petite aparté sur les panneaux solaires. Ce sont 2 panneaux de 24 watts dotés de 3 ports USB. Ils nous ont servi à recharger l'intégralité des batteries sur tout le périple. Ils marchent quand il y a du soleil, mais aussi quand il y a des nuages, même s'ils fournissent évidemment moins. Pour éviter de cramer les batteries d'appareils photo, on branchait des batteries banques aux panneaux solaires et une fois que les batteries banques étaient chargées, on avait simplement à charger nos batteries de drone, de caméra, d'appareils photo ou de lampe frontale. Et concernant le drone, on a pris un Hanafi Paro et non pas un DJI Mavic puisque c'est le seul drone qui se charge directement en USB. Et pour être honnête, on l'a craché la veille du départ, ça a tordu la nacelle qu'on a réparé avec du scotch un peu à l'arrache. Et franchement, ça a plutôt bien marché. Pour ce qui est du kit logistique, on s'est pas mal reposé sur Baptiste et Geoffrey parce que nous, on avait tout le matos caméra. On pouvait pas tellement avoir plus de poids. Donc, on a emporté le minimum, c'est-à-dire des mousquetons, des élastiques. Ensuite, on avait notre couteau Mora. C'est vraiment la base en forêt, ça permet de tout faire. De couper du bois pour le feu, de couper du bois pour les piquets de tente. Et ensuite, on a l'indispensable Petzl qui est rechargeable hyper simplement en USB. Par panneau solaire ou batterie banque. Il y a plein de modes super, notamment une lumière rouge que j'adore. Le soir, en fait, voilà, ça nous permettait d'écrire tranquillement sans trop se faire mal aux yeux. Tout ça, ça fait énormément de matériel, c'est très volumineux et donc il faut le réduire pour que tout passe dans le sac. Et pour ça, on a des sacs de compression. Alors le principe est simple, on met nos vêtements ou notre sac de couchage là-dedans et on va compresser tout ça pour essayer de réduire le volume des objets. Ça, c'est avant compression, et ça, eh bien, c'est après compression. Pour les vêtements, c'est la même chose, sauf que c'est ces sacs qui sont tout simplement des sacs de compression pour les habits. On va faire un test très simple, on va mettre là-dedans une paire de chaussettes, un caleçon, un t-shirt et ma grosse doudoune. Donc voilà la place que prend mon kit habit dans le sac.
Donc voilà la place que ça prend maintenant une fois comprimé. En plus, ce petit sac a la particularité d'être étanche. En parlant d'étanchéité, on a pris 3 gros sacs étanches de marque Sea to Summit, donc un 35 litres, un 13 litres, et un 4 litres. Donc le premier, le très très gros, lui servait à mettre tout le matériel audiovisuel. Le petit bleu, lui, servait vraiment pour tout ce qui était hyper fragile, du style les cartes mémoire. Et celui-là, il était réservé au kit dodo. En fait, je mets tout simplement mon sac de couchage, mon matelas et mon coussin dans le sac étanche Sea to Summit. Tous les soirs, je savais qu'il fallait que je prenne mon kit rouge pour dormir. Et pour vous donner une idée, dans le sac, ça prend même pas 10 cm sur toute la longueur. Si je mets ensuite le sac jaune, ça va prendre à peu près jusque là. Et puis le sac bleu, il va prendre une petite partie ici. Et puis voilà, c'est hyper facile, grâce à cette méthode, de ranger toutes les affaires dans le sac. D'ailleurs, ça c'est un sac 64 litres, parce qu'on avait du matériel audiovisuel, mais avec cette technique et en prenant du matériel plutôt light, franchement, un 30 litres, ça suffit à faire des randonnées de plusieurs jours. Allez, 40 si on a peur. Et enfin, pour ce qui est du rangement, la fameuse pochette où j'y mets mes papiers d'identité, des boules caisses et ce genre de trucs. Alors pour ce qui est du matériel de toilette, c'est très simple, en fait on a fait les gros crados. Non pas parce qu'on avait envie, mais surtout parce qu'il faisait hyper froid. En plus on était trempe en permanence, on voulait pas retourner dans l'eau juste pour se laver. Du coup on avait juste un savon d'Alep quand même pour se laver les mains, du dentifrice avec une brosse à dents en bois, une petite serviette en microfibre Sea to Summit. Ce qui est très pratique avec ce type de serviette, c'est que ça sèche très vite avec le vent, comme ça on les sortait en marchant. Le soir, elles étaient sèches. Quand on va en ville, par exemple, au bout d'un jour, on ressent vraiment ce besoin de se laver. Là, on l'a pas ressenti plus que ça, parce que l'air est vraiment pur et notre transpiration est plutôt saine, en fait. Et pour finir, on a le fameux carnet de voyage. Pour finir, on a rempli 2 carnets de voyage. Donc voilà, ça, franchement, ça nous a pris un temps de fou. Enfin, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir ces 2 carnets et on va en faire qu'un seul. En mélangeant aussi avec des photos qu'Alexis a prises sur tout le périple et des dessins aussi. Et franchement, on peut vous dire que on n'a pas chômé, hein. Les carnets sont bien plus complets en fait que les vidéos parce que c'est vraiment du détail au jour le jour avec des petites anecdotes, des choses qu'on n'a pas forcément pu filmer parce que parfois il faut sortir la caméra et on n'a pas le temps. Comme la rencontre avec les ours par exemple. En plus on y explique tout plein de trucs sur la vie en forêt, sur comment faire du feu, etc. À la fois didactique en fait et aventure. Puis c'est des bouquins aussi où on livre plus facilement nos sentiments que devant une caméra, où on va un petit peu aussi parler de notre vie, de nos proches, etc. À la fin nos sacs ils faisaient à peu près 6-7 kilos sans compter le matériel caméra. Et avec le matériel caméra je crois qu'on était autour des 15 kilos, c'est ça? Je dirais 12-13. Ouais, plus les 2 kilos de riz chacun, donc ça faisait à peu près 15 je pense. En fait on avait quasiment plus de matériel vidéo que de matériel de vie en pleine nature. Bon, tout ce qu'on vient de vous expliquer là, en fait, ça c'est valable juste pour nous. Baptiste et Geoffrey ont une philosophie totalement différente, c'est-à-dire ils prennent juste le strict nécessaire. C'est que des petits outils qui vont leur permettre de fabriquer d'autres choses. Bref, on vous explique tout ça en voix off. Baptiste et Geoffrey ont comme objectif de partir avec le moins d'affaires possible pour apprendre de la nature et respecter l'environnement. Leur outil le plus important est la hache. On s'est rendu compte qu'elle était indispensable à ce type de périple. Elle permet de couper du bois mort pour faire du feu ou de fabriquer tout type d'objets. Un radeau, des rames, des abris, etc. À côté de la hache, ils ont 2 couteaux pour couper des branches et fabriquer des cuillères pour manger, tailler des récipients ou tout un tas de choses utiles à la vie en nature sauvage. Au passage, on a utilisé une herminette. C'est un outil qui nous a servi à creuser la coque de la pirogue que nous devions fabriquer à la base. Pour vous donner une petite idée de tout le matériel qu'ils ont, on leur a demandé de le déballer et comme vous pouvez le voir, ça se limite à 15 objets environ. On y trouve quelques habits chauds en laine naturelle, de mohair pour la majorité. Selon eux, c'est mieux qu'un vêtement technique puisque c'est très léger et que ça sèche aussi très rapidement. Ils avaient aussi tous 2 les mêmes moustiquaires que nous avec un camo désert. En fait, le camouflage n'a pas d'utilité. S'ils en portent, c'est juste parce qu'il ne restait que ces 2 modèles en magasin. Baptiste utilise parfois des chaussures en cuir achetées 2 € en vide-grenier. Geoffrey, quant à lui, utilise des claquettes ou des chaussures de randonnée. Il a aussi un poncho fabriqué avec une vieille bâche de voiture et franchement, ça marche du tonnerre, ainsi qu'un manteau fabriqué avec le reste d'une couverture en laine. Ça paraît pas comme ça, mais c'est très efficace, bien que ça mette du temps à sécher. Baptiste, lui, met ses habits sous son sac de couchage pour dormir. Mais sur le trajet du retour, il a acheté une peau de renne et a commencé à fabriquer un gilet pour l'hiver qui lui servira aussi de tapis de sol. Une bonne manière de combiner 2 objets et de réduire son emport. Bref, à ceci, il faut rajouter une bonne trousse de pharmacie avec des pansements, bandages, désinfectants, etc. et des huiles essentielles qu'on a utilisées chaque soir pour se masser après les journées d'efforts intenses. Encore une fois, on voit là l'importance de la connaissance plus que du matériel. Baptiste connaît très bien le corps et a su nous débloquer le dos plusieurs fois. Concernant les sacs, Baptiste en a un très bon, ultra light comme nous, et Geoffrey en a un classique, plutôt bas de gamme. Pour ce qui est des duvets, c'est le truc sur lequel ils ont investi, les leurs sont extrêmement chauds et efficaces.
Ils avaient aussi tous deux des frontales ainsi qu'une tente double paroi de plutôt bonne facture, elle pèse environ 1,2 kg. Enfin ils ont des briquets et des fire steel pour faire du feu, ainsi que des gourdes en titane qu'on peut mettre sur le feu sans les abîmer. Et c'est tout, rien de plus, rien de moins, si ce n'est un petit savon. Pas de corde, pas de scotch, pas de mousqueton, pas de gadgets, juste leur savoir-faire pour se fabriquer des brosses à dents et tout ce dont ils pourraient avoir besoin dans la nature. Et franchement, quand on voit le matos qu'avait Geoffrey, on se rend compte qu'on peut partir avec très peu de matériel. On prend carrément en compte toute leur philosophie, on est totalement d'accord vis-à-vis du matériel, d'être minimaliste, etc. On trouve que c'est absolument génial, ça permet d'avoir une conscience écologique que nous on n'a pas eu avec notre matériel. Et donc clairement, si on doit repartir sans caméra, on partira peut-être sûrement plus avec du matériel comme eux avaient et non pas comme on avait là. Baptiste et Geoffrey n'avaient pas du tout l'impression de vivre de manière moins confortable que nous. Tout au contraire, en fait, ils avaient l'impression de vivre de manière plus confortable parce qu'ils savaient mieux se gérer dans la nature que nous. Et donc en fait, on a beau avoir tout le matériel du monde, ça ne remplace pas les connaissances. C'est beau ce que tu dis. Je vais peut-être écrire un livre, moi. Cela dit, pour débuter, je pense que ça peut dégoûter de la vie en pleine nature et de la randonnée que de commencer en étant trop dans le minimalisme et dans la survie. Si vous voulez vous équiper pour du matériel de randonnée, on a demandé à notre partenaire Choulanka moins 20% sur une bonne partie de leur site internet. Très sincèrement, on ne touche aucune commission sur les ventes. Et donc le matériel que je mets en description de la vidéo, c'est du matériel qu'on a donc testé, où on a un retour concret dessus, et c'est du bon matériel. Et voilà, c'est fini pour cette grosse série d'épisodes. 4 épisodes, c'est notre plus gros travail sur YouTube. On a passé énormément de temps à préparer cette expédition, à la créer et à monter les épisodes. On espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie d'aller faire un petit tour en forêt, de profiter un instant et de fermer les yeux et de souffler et de toucher un petit peu la terre. Pour nous, c'était génial, on a juste redécouvert des sensations, on a été apaisés, on s'est retrouvés. Donc on vous dit à très bientôt pour la prochaine aventure. Allez, ciao.